Donc bonjour à toutes et à tous. Je voudrais remercier donc l'association Casoar pour cette invitation à présenter nos recherches. Mon intervention ne portera pas sur un programme personnel, mais sur une recherche à la fois collective et pluridisciplinaire, dont le but était de documenter l'histoire d'un petit atoll polynésien nommé Fakaïna. Alors, Fakaïna appartient à l'archipel des Tuamotu, qui est l'un des 5 groupes d'îles qui composent la Polynésie française actuellement. Les Tuamotu étant un ensemble de 78 îles basses, qui sont de taille et de morphologie très diverses. Et Fakaïna se situe dans la partie centre-orientale, dans une aire dialectale qui s'appelle le Topiti-Moake. Donc les aires dialectales des Tuamotu ont été définies par le linguiste nord-américain Frank Stimson dans les années 1920. En Polynésie française, Fakaïna est située à 950 km de Tahiti et elle offre 11 km² de terres émergées, avec une seule passe au sud qui relie le lagon intérieur à l'océan. Il n'existe aucune donnée archéologique sur la première occupation humaine. Toutefois, les travaux des géologues, des écologues laissent penser que l'atoll n'était pas habitable avant le XVe siècle de notre ère, en raison des fluctuations du niveau marin, alors que les archipels d'îles hautes environnants, eux, ont été occupés plus tôt. Magellan a été le premier navigateur européen à entrer au Tuamotu en 1521. Et il a croisé notamment au large d'une île qui se situe à l'extrême nord des Tuamotu, qui s'appelle Puka Puka. Mais Guillain, en 2004, en est venu à considérer que cette première île vue par Magellan correspondrait plutôt, au vu de sa situation, à l'île de Fakaïna. Mais c'est une hypothèse qui reste difficile à vérifier en raison des marges d'erreur qui étaient importantes dans les coordonnées géographiques au XVIe siècle. Par la suite, donc, l'île a été signalée par le navigateur russe Kotzebue en 1824, mais elle est restée très à l'écart de l'influence occidentale jusque dans les années 1860, qui ont vu s'ouvrir une période de transformation importante pour l'île, culturelle, religieuse, économique. Notre objectif était de reconstituer l'histoire de l'atoll à l'époque pré-européenne, mais aussi pendant la phase de transition qui correspond à l'arrivée des premiers missionnaires et à l'introduction de la monoculture du cocotier. La méthodologie adoptée donc consistait à prendre en compte l'ensemble des témoins disponibles, à la fois les traces matérielles des activités humaines, les éventuels restes humains, mais aussi les traditions orales et les récits des témoins occidentaux qui ont séjourné à Fakaïna à la fin du XIXe siècle, donc missionnaires, navigateurs, agents de l'administration. Ainsi, donc, nous avons réuni une équipe pluridisciplinaire associant notamment archéologie, anthropologie biologique et anthropologie sociale. Donc, il y a une première mission exploratoire en 2018 et parmi donc une seconde mission en 2019. Et lors de cette mission, la principale, Guillaume Moll et Frédéric Valentin se sont surtout focalisés sur l'étude des vestiges pré-européens. Louis Lagarde et moi-même, nous nous sommes occupés de la période historique et de l'étude de l'ancien village de Okikakika, qui date du tout début de la période coloniale, les années 1870 pour le début. D'autres collègues ont contribué au projet dans la phase post-fouille. Les assemblages osseux de tortues et de poissons ont été analysés par Yona Claringbold et par Vainé Rouroy. L'étude des restes coquillés a été confiée à Gabriel Traversa et Émilie Dodd-Sarrou est en charge de l'étude des charbons trouvés en fouille. On a également bénéficié sur le terrain de la présence de Jacques Verlaudon, qui est un linguiste de l'Université de Polynésie française, qui, dans le cadre d'un projet parallèle, a travaillé sur le dialecte local de Fakaïna. Alors, le projet a bénéficié de financements qui ont été accordés dans un premier temps par le ministère des Outre-mer
puis par le Centre international de recherche archéologique sur la Polynésie, le CIRAP, dans le cadre du contrat de projet État-pays. Les datations C14 sur charbon et os réalisées à l'ANU, ainsi que les datations uranium-thorium sur les branches de corail à l'Université du Queensland, ont été financées par l'Australian Research Council dans le cadre d'un projet porté par Guillaume Moll. Alors sur place, le projet a été accueilli avec enthousiasme, tant par la population de Whakaina que par les autorités. Les habitants se sont prêtés avec beaucoup de générosité et de patience aux entretiens qui visaient à éclairer l'histoire de l'atoll ou encore à recueillir des informations sur les savoirs environnementaux. Plusieurs habitants, expérimentés ou non, ont également directement participé aux fouilles. Des réunions de restitution ont aussi été organisées dans les locaux de la mairie et une visite du site a été conduite pour les enfants de l'école. Globalement, la population s'est montrée très curieuse des résultats et les fouilles n'ont pas généré les appréhensions que certains archéologues ont pu documenter en Océanie, dans la mesure où ces dernières, les fouilles archéologiques en général, peuvent être vues comme perturbant un équilibre ancien. À Whakaina, ça ne s'est pas du tout produit et les habitants étaient même relativement déçus que nous n'ayons pas découvert de restes humains, puisque des traditions orales pouvaient laisser penser, comme j'expliquerai, qu'on pourrait découvrir des sépultures sur l'un des marae. Ça n'a pas été le cas et ça a plutôt été finalement un sujet de déception que d'inquiétude, voilà, à l'idée de voir émerger des restes humains. Le passé des atolls des Tuamotu reste mal connu par comparaison avec les autres archipels de Polynésie française. On ne dispose ainsi pour l'instant d'aucune chronologie pour appréhender le peuplement de ces atolls. Mais c'est aussi vrai pour les périodes ultérieures et pour le début de la phase européenne au XIXe siècle. Le manque d'informations est en partie lié aux difficultés d'accès dans un archipel longtemps considéré comme l'un des plus difficiles du Pacifique en matière de navigation. Les Tuamotu furent d'ailleurs longtemps, pour cette raison, appelés archipels dangereux, et c'est une formule que vous retrouvez encore parfois sur les cartes de géographie. Par ailleurs, les vestiges archéologiques sont globalement mal conservés en raison des aléas climatiques, de la faible sédimentation naturelle et de l'intense érosion des sols qui est typique des îles Basses. Il y a dans cet archipel peu de sites stratifiés et seules les structures les plus résistantes, comme les monuments en pierre de corail, perdurent au fil du temps. À moins donc d'être détruits par des vents et des houles cycloniques, comme lors du grand cyclone de 1903 qui a provoqué d'immenses destructions au Tuamotu. Ces conditions, en fait, vont expliquer la pauvreté des données, mais aussi l'existence d'un biais dans le travail archéologique, à savoir une tendance forte pour cet archipel à travailler sur les marae, des structures donc en corail où des rituels religieux étaient célébrés dans le passé. Tandis que les activités domestiques, qui laissent des vestiges beaucoup plus ténus, sont globalement mal connues. Alors bien sûr, il était impossible pour nous d'étudier les 78 atolls des Tuamotu et nous avons choisi de concentrer nos efforts sur un petit groupe d'îles qui présentent des caractéristiques intéressantes. Dans le cas de Whakaina, l'un des points positifs était la présence de recherches antérieures, notamment dans les années 1900, par le naturaliste Léon Seurat, et également à la fin des années 20 par une équipe du Bishop Museum de Hawaï. Les descriptions, les dessins laissés par nos prédécesseurs étaient extrêmement utiles pour reconstituer l'aspect original de certaines structures qui sont largement ruinées depuis. Et on bénéficiait également pour Whakaina de traditions orales assez détaillées qui avaient été publiées dans les années 1910 par un missionnaire. Ainsi, la mission que nous avons conduite ensemble en 2019 avait plusieurs objectifs. Pour les sites européens, nous voulions documenter par la fouille et donc
plus seulement en observation de surface, la construction, l'évolution et la fonction des structures archéologiques. Nous voulions notamment vérifier la possibilité que certains marae aient accueilli des sacrifices d'animaux dans le cas de rituels propitiatoires ou encore des sépultures humaines. La fonction funéraire, elle est attestée sur certains marae des Tuamotu, mais c'est quelque chose qu'on connaît globalement assez mal. Nous voulions par ailleurs mieux comprendre l'histoire du village abandonné d'Okikakika, qui témoigne de l'adoption de nouvelles pratiques architecturales sous l'influence des missionnaires catholiques au XIXe siècle. Alors, ce travail sur la période historique, il comprenait 3 volets: l'étude du bâti, l'étude des objets trouvés dans le village d'Okikakika, l'analyse des documents historiques existants et également le recueil de traditions orales sur l'histoire du village. Dernier point, nous voulions mieux comprendre les modalités d'exploitation des ressources marines et terrestres en mettant l'accent notamment sur l'étude archéologique des fosses de culture et des faunes consommées. Les fosses de culture, en fait, ce sont de grandes dépressions creusées par l'homme dans le substrat corallien. On apporte de l'humus pour pouvoir cultiver notamment des tubercules. Et c'est quelque chose qu'on trouve en Polynésie française, mais aussi en Micronésie. Alors, je vais commencer par évoquer certains résultats qui concernent la période pré-européenne. Au total, 7 sites pré-européens ont fait l'objet de fouilles en 2018 et 2019. Je n'en évoquerai que 2. Le matériel sédimentaire a été tamisé à sec sur place avec une maille de 3 mm, ce qui permettait de récupérer les éléments osseux et les fragments de charbon les plus petits. Alors, le premier site dont je voudrais parler, c'est le Grand Marae à Pataki. Il a été étudié d'abord par Léon Seurat en 1902, puis par Kenneth Emory en 1929 ou 1930. On sait qu'au début du XXe siècle, ce marae fut en partie détruit par la population pour en récupérer les matériaux coralliens. Cette pratique, en fait, de récupération de matériaux, elle était courante au Tuamotu après la christianisation. Les marae devenaient des réserves de matériaux et notamment de grandes dalles pour la construction du pavage des églises. D'ailleurs, la bordure du marae, elle montre des anomalies de positionnement des dalles qui pourraient être la trace de perturbations et peut-être de tentatives de rénovation du marae. Je suis en train de voir que j'ai pas là, j'arrive pas à faire bouger. Vous voyez, à côté de la grande pierre dressée, vous avez une dalle qui est mal positionnée. Voilà. Ça, c'est le résultat vraisemblablement d'un remaniement anthropique du site. Alors, on sait aussi qu'un coffret à reliques a été découvert sur le Marae dans les années 30. Ces coffrets à reliques, vous en avez un exemplaire ici. Ce n'est pas celui qui a été trouvé à Whakaina, mais c'était certainement quelque chose de très similaire. Celui-là est au Vatican. En fait, on plaçait dans ces coffrets à reliques des mèches de cheveux, des dents, des os. Et ces coffrets, en fait, participaient aux cérémonies. On les déposait sur la plateforme du Marae, qu'on appelle le Aou, pendant les cérémonies pré-européennes. Seurat décrivait à Pataki comme un marae dédié à la consommation rituelle de tortues marines. En effet, au Tuamotu, des cérémonies importantes accompagnaient l'arrivée saisonnière de ces tortues. Les premières prises étaient sacrifiées, partagées avec les ancêtres et consommées rituellement sur le marae. En fait, on pensait que les ancêtres envoyaient ces tortues, donc au début de la saison des tortues, le rituel d'offrande des premiers fruits en quelque sorte, servait à rendre propitiatoire les ancêtres et à obtenir, je vais y arriver, des ancêtres le renouvellement de l'abondance et des prises importantes de tortues. Voilà, donc il s'agissait pour nous finalement de vérifier que cette fonction était bien réelle pour le marae à Pataki.
Et il s'agissait également de comprendre l'architecture du Marae, sa construction, mais aussi son évolution dans le temps, les Marae étant des structures dynamiques. Alors, vous voyez ici les zones qui ont été fouillées. Le Marae est une construction imposante avec de grandes dalles de corail taillées et plantées de champs pour former donc l'encadrement de la plateforme. Comme souvent à Whakaina et au Tuamotu, on peut noter que la façade antérieure a bénéficié d'un traitement particulier avec des dalles de plus gros modules, plus épaisses que la bordure postérieure. Donc la partie arrière, en fait, c'est là, vous voyez la grande pierre dressée. Il s'agissait aussi de comprendre la mise en place de ces pierres dressées à l'arrière qui peuvent être très imposantes. On les appelle des keo. Une seule de ces pierres est encore en place aujourd'hui. Et en fait, ces pierres servaient de réceptacle à l'esprit des divinités et des ancêtres lors des cérémonies. Et on leur donne parfois des noms d'ancêtres ou même des formes anthropomorphes. C'est ce que vous voyez notamment sur la photo du bas, en bas à droite. Il s'agit là de pierres dressées de l'atoll de Fangatao, qui est proche de Whakaina. À Whakaina, un travail remarquable a été réalisé pour tailler ces blocs coralliens. Le grand Keo mesure pas moins de 2,40 m de hauteur, donc en partie enfoui. Ce travail est sans doute indicatif de l'importance culturelle de ce Marae qui est à la fois imposant et soigné. L'une des pierres dressées a été retrouvée sur le sol, probablement couchée volontairement, car en fait, elle se serait probablement brisée si elle avait été tombée, si elle avait été abattue volontairement. Ce qui fait penser qu'il y a eu, même peut-être au-delà de la christianisation, au moment des remaniements, une forme de respect qui s'est exprimée à l'égard de ces structures. C'était peut-être pas si évident que ça, finalement, de perturber les Marae. Et encore aujourd'hui, les habitants ont des relations assez ambiguës avec ces monuments, même dans un contexte où la population est totalement christianisée. Il est tout de même très fréquent d'avoir des comportements de respect à l'égard de ces monuments anciens. La fouille du Aou, donc la plateforme, et également de la ciste, c'est la petite structure que vous voyez à droite qui est située dans la cour. Cette fouille n'a livré que très peu de restes osseux de tortues ou d'autres animaux marins. Alors ça ne signifie pas que les rituels de consommation de tortues décrits par la tradition orale n'ont pas pu exister. En effet, sur les Marae, il était courant que les déchets de consommation soient déposés tous ensemble dans une grande fosse circulaire entourée de coraux qu'on appelle pofata. Car en effet, aucun objet, aucun déchet de repas ne pouvait quitter l'enceinte sacrée du Marae sous peine de briser un tabou. Mais pour Apataki, cette fosse n'a pas pu être retrouvée. Ça expliquerait dans tous les cas le fait qu'on n'ait pas retrouvé une grande quantité de restes de faune. Le deuxième site dont je voudrais parler, c'est un autre Marae, le grand Marae, Terangi Te Tau Noa, qui se situe au sud du village, côté océan. Il est assez mal conservé, justement à cause de sa position près de l'océan. Il est exposé à l'action du vent et des vagues. Il est néanmoins considéré comme l'un des 2 Marae les plus importants de l'île, et c'est l'un des seuls auxquels sont associées des traditions orales. Alors ces traditions évoquent la présence de sacrifices humains et d'inhumations sur le Marae. Les têtes des victimes sont censées avoir été regroupées et enterrées à part. En fait, les ennemis, les prisonniers, les ennemis étaient, enterrés sur le Marae lui-même, donc, et leurs têtes auraient été regroupées et mises ailleurs.
Donc on a différentes parties sur ce marais. On a notamment cet ensemble de 3 cistes qui sont dans le prolongement de Lao. Alors ces cistes, en fait, généralement sont considérés comme de petits autels dédiés au culte des ancêtres, où des plateaux d'offrandes étaient disposés. Là, vous voyez sur cette diapositive que 2 cistes sont accolés et l'une est légèrement excentrée. Donc, dans les 2 cistes accolés, on a retrouvé très très peu de matériel sous forme d'ossements d'animaux. La ciste B, en revanche, s'est avérée un petit peu plus riche. Le niveau principal contenait en effet 57 fragments de tortues avec des traces de découpe. 81 restes de poissons ont également été identifiés avec des individus relativement gros, au minimum 500 grammes jusqu'à près de 4 kilos. Donc on avait des poissons qui étaient de relativement grande taille, ce qui va dans le sens d'une utilisation rituelle, puisque seules les meilleures proies en fait étaient dignes des dieux. On a également retrouvé une dent humaine appartenant à un jeune individu, probablement un adolescent, dans cette ciste B. D'autres cistes étaient placés en avant du Aou. Alors à leur sujet, Léon Seurat avait évoqué des prie-dieux où les prêtres s'agenouillaient pour réciter des chants, des prières aux dieux et aux ancêtres. La fouille semble néanmoins pointer une fonction différente, avec des restes d'os de tortue provenant notamment de leur crâne. Enfin, la fouille d'une double ciste très atypique face à la houe principale a révélé le dépôt le plus riche du site avec des ossements de tortue présentant des traces de découpe et de raclage, mais aussi d'oiseaux, de gros poissons allant pour certains jusqu'à 10 kilos. Et on a également des restes de chiens. Le chien étant consommé au Tuamotu et puis en Polynésie en général. Alors l'intentionnalité du dépôt d'ossements est démontrée par sa richesse quantitative et également par l'organisation des ossements dans la double ciste. Ceci fait donc penser que la structure a servi de lieu de rejet d'ossements volontaires. En revanche, en dehors de cette dent humaine que je vous ai montrée, aucun reste humain n'a pu être retrouvé sur le Marae, ce qui va donc à l'encontre de la tradition orale qui décrivait des inhumations. Donc on a un phénomène de disjonction finalement entre les données de l'archéologie et les données de la tradition. C'est quelque chose qui a été documenté à plusieurs reprises au Tuamotu. C'était le cas par exemple également à Tepoto, le Marae Tetaata qui a été fouillé par Éric Comte dans les années 80. Mais c'était dans le sens inverse, en fait, on ne s'attendait pas à trouver des sépultures sur le Marae Tetaata et la fouille a révélé sur un site surtout décrit comme un Marae à tortue, la fouille a révélé justement des inhumations. Bien dans le cas de ce Marae sur la terre Katipa, c'était l'inverse qui s'est produit, on était censé trouver des sépultures et on n'en a pas trouvé. Il arrive que certains aspects des traditions se vérifient archéologiquement au Tuamotu et ailleurs. Au Tuamotu, par exemple, des lieux désignés comme des lieux d'habitat anciens se révèlent effectivement des restes archéologiques. Mais disons qu'on est loin jusqu'à présent de la situation qu'a rencontrée José Garanger au Vanuatu avec la fouille de l'ensemble sépulcral de Roimata, où là on avait une histoire extrêmement précise qui a pu être vérifiée en partie par le travail archéologique de José Garanger. Cette situation ne s'est jamais rencontrée depuis dans le Pacifique, même si ça ne doit pas décourager d'essayer bien sûr de mettre en relation données archéologiques et données de la tradition. Du point de vue des datations, plusieurs ont été réalisés sur des charbons, sur des os de tortue. Les résultats sont cohérents entre eux et témoignent d'une utilisation du site entre le début du XVIIe siècle et le tournant du XIXe, avec un seul outlier qui reste difficile à interpréter pour le moment.
Ainsi, donc, la fouille systématique de ce marae permet de confirmer l'importance des tortues dans les cérémonies pré-européennes, mais ça suggère également des rituels qui intégraient d'autres proies valorisées comme les grands poissons. Par ailleurs, la faible quantité d'ossements globalement recueillis dans les cystes pourrait refléter les pratiques décrites par l'ethnographie, à savoir le dépôt de plateaux de nourriture face aux pierres dressées, suivi d'un nettoyage ou d'une vidange de ces restes qui ont pu être rejetés dans des fosses spécifiques appelées pofata, fosses qu'on n'a donc pas retrouvées, mais c'est une hypothèse. Finalement, donc, les ossements recueillis dans les cystes ne seraient qu'une petite fraction des offrandes, des morceaux de nourriture qui ont pu tomber du plateau, qui ont pu tomber quand on a enlevé le plateau, par exemple. Ça expliquerait la faible abondance de restes dans ces petits compartiments. Et on peut envisager la même chose pour les restes humains. La découverte de la dent humaine dans la cyste B suggère la présence temporaire d'un corps ou d'une tête, dans ou au-dessus de la cyste, qui peut être placée sur un plateau et ensuite déplacée. La dent en question ne possède qu'une seule racine, ce qui la rend fragile et permet de penser qu'elle est tombée du crâne avant ou pendant le déplacement. Et on sait de façon certaine que des corps humains étaient exposés temporairement sur les Marae. C'est quelque chose qui est très bien documenté pour la Polynésie française et un peu pour les Tuamotu. Donc c'est tout à fait une possibilité qu'une tête humaine ou un corps humain ait été exposé puis qu'on en ait disposé ailleurs. On note donc par ailleurs dans certaines structures une concentration d'ossements qui provient du crâne des animaux sacrifiés, une prédominance des restes crâniens de tortues. Ça pourrait être lié au statut particulier du crâne. On sait en effet, grâce aux écrits des missionnaires, que certaines parties des animaux sacrifiés, dont le crâne, était réservé aux chefs et aux ancêtres. Le crâne, dans le monde polynésien, c'est la partie la plus riche en mana, c'est la partie la plus précieuse du corps. Et on sait que des têtes de tortues, notamment, pouvaient être déposées face à la houe, puis empalées sur les palissades en bois qui entouraient la cour du Marae. On sait également que des parties de la tortue pouvaient être accrochées aux branches des arbres environnants. Les résultats de l'analyse zooarchéologique semblent ainsi bien indiquer un traitement particulier des crânes de tortues sur les Marae, bien qu'on ne puisse pas en dire beaucoup plus. Donc, en définitive, l'étude de ce site constitue une avancée vers une meilleure compréhension des chaînes opératoires rituelles et de leur organisation spatiale à l'intérieur des Marae, qu'il s'agisse d'animaux ou de corps humains. Ça permet d'avancer un petit peu dans l'interprétation. Il importe néanmoins, bien sûr, d'appliquer la même méthodologie à d'autres sites dans le futur. Alors, ça, c'était donc pour ce qui concerne la période pré-européenne. Je renvoie au gros rapport qui a été produit à ce sujet cette année. Et je voudrais à présent donc vous parler de tout ce qui concerne la période européenne de l'histoire de Whakaina. Au milieu du XIXe siècle, une partie des îles de Polynésie était rattachée au protectorat de Tahiti, un régime politique dans lequel la France et la famille royale de Tahiti se partageaient le pouvoir. Whakaina, comme d'autres atolls des Tuamotu de l'Est, ne faisait pas partie du domaine des chefs tahitiens. Et la population continuait de vénérer les divinités pré-européennes, alors que le protestantisme était implanté à Tahiti depuis 1797 et les Tahitiens massivement baptisés depuis 1819. En 1860, des soldats qui représentaient l'autorité du protectorat sont venus à Whakaina pour établir des relations politiques et un différend a éclaté. Probablement, les soldats venus ont profané un marae, le grand marae Varokia. Il y a des données en ce sens. Dans tous les cas,
un certain nombre de ces représentants de l'autorité du protectorat ont été massacrés par les habitants de Fakaïna. Ça a donné lieu à une expédition de représailles décidée par le commissaire impérial qui a abouti finalement à déporter tous les habitants de Fakaïna vers d'autres îles. L'île a été vidée de sa population et les habitants de Fakaïna ont été dispersés sur des îles déjà christianisées où ils ont rencontré les missionnaires et où ils sont devenus chrétiens à leur tour. Ils sont devenus chrétiens au contact des missionnaires de la congrégation des Sacrés-Cœurs, une congrégation missionnaire catholique qui avait reçu mandat du pape pour évangéliser la partie orientale du Pacifique. Les missionnaires que vous voyez sur la diapositive, c'est les missionnaires des Sacrés-Cœurs des Marquises. Alors, une partie des Fakaïna ont été exilés de manière forcée, donc, aux îles Gambier. Les Gambiers, c'est un archipel de Polynésie française très isolé, où les missionnaires catholiques étaient implantés depuis 1834 et où ils ont bâti une véritable théocratie sous l'autorité du père Honoré Laval, que vous voyez ici sur la diapositive. Donc les Gambiers sont connus pour être le berceau du catholicisme en Polynésie française, et elles sont également connues pour leur patrimoine bâti. Les missionnaires, en effet, ont fait preuve aux Gambiers d'une ambition architecturale démesurée, en construisant nombre d'églises en pierre, dont une immense cathédrale, mais aussi de multiples bâtiments en dur, comme le couvent de Rourou, avec des moyens techniques qui étaient très limités en raison de l'éloignement très important de Tahiti, 1600 km entre Tahiti et Mangareva. L'architecture donc développée au Gambier repose sur l'utilisation de chaux de corail, une technique qui a été développée sur place par les prêtres et surtout les frères convers. Lorsque les habitants de Fakaïna purent enfin regagner leur île, à partir de 1862, ils y détruisirent une partie de leurs anciens temples sous la direction des missionnaires et ils ont commencé à développer des plantations de cocotiers pour produire de l'huile. Le commerce de l'huile de copra était alors fortement encouragé par l'administration coloniale qui y voyait un moyen de désenclaver les atolls les plus reculés et dont les lagons ne produisaient pas d'huîtres nacrières et perlières, ce qui est le cas de Fakaïna. Le lagon ne permet pas le développement de pêcheries d'huîtres. Donc cette stratégie a abouti en quelques décennies à la monoculture du cocotier et à l'abandon des traditionnelles fosses de culture où les tubercules étaient cultivés. Vous en avez un exemple sur la diapositive. L'administration et les missionnaires s'efforcèrent en parallèle de regrouper les populations semi-nomades dans des villages pour faciliter l'instruction religieuse et également le contrôle administratif. Les autorités de la colonie avaient beaucoup de mal à administrer ces zones très éloignées de Tahiti, difficiles d'accès, et elles s'appuyaient fortement sur la présence de terrain des missionnaires catholiques, ce qui d'ailleurs a suscité pas mal de critiques sous la Troisième République, marquée par un fort anticléricalisme. En tout cas, l'administration était obligée en fait de donner beaucoup de pouvoir aux missionnaires. Le village de Okikakika a été construit à partir de 1871 à l'initiative d'un père, le père Albert Montiton, un Normand, un pionnier de l'évangélisation des Tuamotu, qui a tracé les plans du village. Il l'établit dans un lieu très favorable, déjà occupé, face à la seule passe de l'atoll. Donc, ce que vous voyez sur la première photo, c'est la passe qui est, où on a aujourd'hui un pont. L'organisation du village s'inspirait de celle des villages de la France rurale du XIXe siècle, tout en étant également le reflet d'un projet de société. Les petites maisons alignées et bien espacées étaient en effet censées abriter des familles nucléaires et rompre avec les habitudes existantes de cohabitation des familles élargies.
En fait, il s'agissait désormais de séparer soigneusement les sexes et les générations, et ça se reflète dans le plan du village. Les missionnaires ont aussi entrepris de doter le village de puits, d'y importer des porcs et des volailles, et de faire planter également de nombreux cocotiers. Tout comme les administrateurs coloniaux, ils encourageaient la production de copra, qui était censée garantir la sécurité alimentaire des habitants des atolls, mais aussi favoriser les contacts avec le monde extérieur au travers du passage des goélettes commerciales. En développant les échanges, finalement, on permettait l'arrivée de produits occidentaux qui étaient censés aider à civiliser les mœurs, comme les vêtements de coton, et en même temps, on brisait l'isolement et on limitait, ou au moins on croyait qu'on pouvait limiter, les possibilités de résurgence du paganisme. La copraculture aidait à fixer l'habitat, elle aidait à maintenir les populations autour des activités de l'Église, puisque les exploitants, finalement, n'avaient plus besoin, comme ils le faisaient dans le passé, d'aller très loin, s'employer sur les sites de plonge des huîtres perlières et nacrières. Ça permettait de garder finalement les ouailles autour de soi. Enfin, on peut remarquer que beaucoup de missionnaires étaient issus de familles paysannes de l'ouest de la France en particulier. Il leur était très difficile d'admettre finalement le principe d'une économie de subsistance fondée sur la collecte et la pêche et structurée par une alternance de périodes de disette et d'abondance, avec des rituels associés à chaque fois. L'agriculture, pour ces hommes, était finalement le support indispensable d'une société civilisée, et ils ont énormément poussé, ils ont même transporté eux-mêmes énormément de cocos pour pouvoir les planter dans les atolls des Tuamotu. Ce qui a produit une disparition partielle de la forêt primaire. Alors, parmi les réalisations des missionnaires à Whakaina, il y a eu plusieurs chapelles, un cimetière a été construit, ainsi qu'une église en pierre que vous voyez ici, qui est dédiée à Saint-Nicolas. Au fil du temps, les missionnaires, même s'ils étaient en petit nombre, ils ont déployé énormément de moyens pour bâtir ou pour rénover des constructions qui avaient parfois une vocation religieuse, mais on a également des constructions civiles comme l'école. Alors pourquoi cet accent mis sur la construction? Pourquoi tant d'efforts déployés pour construire en dur sur ces tout petits atolls avec une population extrêmement faible? Tout d'abord, l'attention portée à la construction d'églises, elle s'inscrit dans la tradition spirituelle de la congrégation des Sacrés-Cœurs. Cette organisation a été fondée en 1800 et elle donne une place très importante à l'adoration eucharistique, c'est-à-dire qu'elle encourage la communion des fidèles devant le Saint-Sacrement, ainsi que les cérémonies où le Saint-Sacrement est vénéré, comme par exemple la procession de la Fête-Dieu. Mais cette détermination à bâtir, elle s'explique aussi par les conditions de l'évangélisation dans cette partie de la Polynésie. En effet, les missionnaires n'étaient qu'une poignée pour desservir des territoires gigantesques. Donc, ils étaient constamment sur les mers et ils devaient tout le temps s'absenter. Et ils subissaient en parallèle la concurrence d'autres organisations religieuses, et tout particulièrement des Mormons, qui cherchaient également à s'implanter en Polynésie orientale dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Donc finalement, les réalisations architecturales étaient vues comme un outil d'évangélisation. Elles devaient impressionner, attirer, convaincre et surtout manifester physiquement la présence du catholicisme, les conquêtes, si vous voulez, de la foi catholique, dans un contexte d'intense rivalité religieuse qui ne doit jamais être oublié en ce qui concerne les Tuamotu. Une autre stratégie d'évangélisation consistait à récompenser les convertis par des dons d'objets et de matériaux importés, qui du coup se substituaient progressivement à l'existant, comme les hameçons, les haches en métal. Donc vous voyez ici, par exemple, un hameçon et une râpe à coco avec des parties en métal.
mais qui sont faites sur sur des modèles traditionnels, mais qui utilisent un nouveau matériau importé, le métal. Les Mormons privilégiaient des stratégies d'évangélisation très différentes, l'immersion dans la communauté, les mariages avec des femmes locales, la pratique de la médecine et la pratique des exorcismes. Ils avaient d'autres façons, si vous voulez, de communiquer avec les gens des Tuamotu et d'attirer des conversions. L'habitude en Polynésie était de bâtir églises, calvaires ou chapelles sur des monuments et des sites religieux pré-européens, et même parfois avec des pierres de Marae, pour favoriser une forme de continuité et d'identification des sites sacrés. Pourtant, pour Whakaina, on ne sait pas avec certitude si cette stratégie a été mise en œuvre. Il est possible que l'église Saint-Nicolas soit à proximité immédiate d'un Marae, mais c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait clair dans les données que nous avons. Dans les années 80 et 1880 et 1890, la production de copra a pris beaucoup d'ampleur à Whakaina et l'atoll a acquis la réputation d'être plus prospère économiquement et plus occidentalisé dans ses mœurs que tous les atolls environnants. Et c'est à cette époque que des maisons en chaux et en blocs de corail taillés, utilisant des techniques probablement apprises auprès des missionnaires lors du séjour forcé au Gambier, se sont multipliées sur l'île. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que ce n'était pas du tout la norme au Tuamotu à la même époque. Jusque dans les années 1910-1920, certaines régions des Tuamotu n'utilisaient pas du tout l'architecture en pierre. En 1917, les insulaires de Napuka continuaient d'occuper les maisons basses en matériaux périssables qui étaient en usage à l'époque pré-européenne. Beaucoup d'îles, en fait, n'ont pas développé de grandes plantations de cocotiers avant les années 1910, voire même 1920 pour certaines. Donc finalement, les changements culturels qu'on peut observer à Whakaina, l'occidentalisation supérieure est le reflet direct de ce développement important de l'économie du copra et en même temps le reflet aussi de l'influence toute particulière exercée sur cette île par les missionnaires et notamment des missionnaires rencontrés au Gambie. En 1903, Whakaina a été touchée par une épidémie de rougeole qui a fait une trentaine de victimes. La population connaissait déjà depuis plusieurs années une croissance démographique, qui était négative. Il y avait plus de morts que de naissances. Et à la suite de cette épidémie de 1903, les missionnaires ont incité les habitants à quitter le village parce qu'ils l'estimaient désormais insalubre. Ils pensaient que le village participait à ce mauvais état de santé de la population, notamment parce qu'il était désormais dans une forêt de cocotiers extrêmement dense, peu ventilée. Les cocotiers n'avaient cessé d'être plantés tout autour du village et la chaleur, l'absence de ventilation pour les missionnaires était censée favoriser un mauvais état de santé. Donc en définitive, les cocotiers qui ont contribué à enrichir l'atoll sont aussi considérés comme l'une des causes du mal qui finalement a poussé les insulaires à quitter définitivement leur village en 1903. Alors cette initiative des missionnaires de faire déménager entièrement le village en 1903, elle était très certainement inspirée par les conceptions hygiénistes qui prévalaient au tout début du XXe siècle, des conceptions qui insistaient sur l'importance de l'aération, de l'assèchement, de la distanciation entre habitations. On promouvait également une stricte séparation entre l'habitat des hommes et l'habitat des animaux. En fait, ces concepts existent en Europe, surtout depuis le milieu du XIXe siècle. C'est l'émergence du mouvement hygiéniste. Et ces approches, finalement, ont été importées en Polynésie, surtout par les médecins militaires, mais aussi par les missionnaires, qui souvent étaient assez au fait des innovations scientifiques. Par exemple, ils se sont fait l'instrument de la diffusion des vaccins après les découvertes de Pasteur.
Ils ont aussi promu l'usage de l'homéopathie à l'époque où l'homéopathie était en vogue en France. Et finalement, le quasi-abandon des atolls par les autorités coloniales a favorisé pour eux une large autonomie et le fait qu'ils se soient considérés bien souvent comme les principaux protecteurs de la santé et de l'intérêt des populations isolées des atolls. Ils avaient un pouvoir très important et ils prenaient des initiatives qu'ils n'auraient pas pu prendre ailleurs, justement parce qu'il n'y avait personne d'autre qu'eux. Et ils se sont même livrés, dans certains cas d'ailleurs, à des expériences médicales assez improbables. Voilà, donc il n'est absolument pas étonnant qu'ils soient à l'origine du déplacement du village. Et c'est une stratégie, le déplacement d'une population entière, qui a été utilisée maintes fois au Tuamotu. Alors parfois pour améliorer l'état de santé de la population, mais parfois aussi on a déplacé une communauté entière parce qu'on considérait que la consanguinité était trop forte. On voulait fournir des partenaires de mariage à la population d'un atoll. On a aussi déplacé des dizaines d'habitants, par exemple du petit atoll de Reao, pour repeupler les Gambiers. Dans le cas de la chute démographique que connaissait cet archipel, on pensait que les habitants des atolls allaient apporter du sang nouveau, apporter la fertilité, etc. aux habitants des Gambiers. À Fakaïna, les maisons en bois du village ont été chargées sur des radeaux et transportées sur la rive opposée du lagon. Cet épisode a néanmoins marqué une rupture car la population a cessé totalement de bâtir des maisons entièrement en pierre. Alors ce changement, l'abandon de l'architecture en pierre, peut s'expliquer par la plus grande facilité de mise en œuvre des constructions en bois, mais aussi par le fait que les habitations en bois étaient considérées à cette époque, début du XXe, comme plus saines, à la fois par les missionnaires et par l'administration coloniale. On promouvait donc ces habitations, tandis que les habitations en pierre et en chaux de corail étaient considérées comme exiguës, humides, sombres et finalement débilitantes. On considérait que l'habitat contribuait à affaiblir les corps, tout comme l'alcoolisme ou la consommation d'opium. Donc, ce regard porté sur l'habitat participait finalement de stratégies prophylactiques. J'ajouterais enfin que cette période correspond aussi au début de l'exploitation des gisements de phosphate de Makatea, dans l'ouest des Tuamotu. L'ouverture des mines en 1908 a attiré des centaines de travailleurs de toute la Polynésie et le départ d'hommes de Fakaïna a pu impacter la capacité à mettre en œuvre des constructions en pierre. Donc finalement, le savoir-faire a pu finir par se perdre parce que tous les hommes de Fakaïna finalement étaient partis travailler dans les mines dans des conditions épouvantables pour gagner de l'argent. On sait que des centaines d'habitants des Tuamotu se sont retrouvés à Makatea. D'après certains habitants, la communauté était aussi désormais en proie à des conflits fonciers et incapable de trouver la cohésion sociale nécessaire pour mettre en œuvre ces constructions en maçonnerie. En fait, la période d'occupation d'Okikakika possède un statut ambigu dans la mémoire collective. Elle est associée à une période de prospérité et d'ouverture au monde, et elle a marqué aussi l'entrée dans un cycle d'endettement perpétuel auprès des marchands ambulants et de conflits fonciers liés à l'augmentation de la valeur pécuniaire des terres. Donc la dernière partie de mon intervention sera consacrée aux vestiges du village de Okikakika. Concernant ces vestiges, on peut dire déjà qu'ils sont très bien préservés et qu'ils constituent un exemple exceptionnel pour les Tuamotu et même pour l'Océanie en général. La conservation exceptionnelle de ce village s'explique par l'abandon relativement soudain du site en 1903. Le site, en fait, n'a jamais été réoccupé, principalement à cause des difficultés matérielles engendrées par l'éloignement du village principal. Il n'y a pas d'électricité, les services, tout se trouve beaucoup plus loin.
Et plus récemment, il y a des colonies de nonos qui se sont installées à Okikakika. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que les nonos. C'est des petites mouches qu'on ne voit pas, qui produisent une piqûre très douloureuse, des démangeaisons qui durent plusieurs jours. Donc ça n'incite pas évidemment à réoccuper les habitations. Alors il y a d'autres villages construits par les missionnaires en Océanie, mais beaucoup d'entre eux n'ont jamais été finalement complètement abandonnés. Les maisons anciennes ont progressivement laissé place à des habitations modernes. C'est le cas par exemple aux îles Loyauté. Et voilà, disons que les conditions historiques liées, entourant le village d'Okikakika expliquent la préservation exceptionnelle de ce site. À Fakaïna, la construction d'un village qui rompt avec l'architecture domestique en matériaux périssables de l'époque pré-européenne semble en fait être le reflet d'une rencontre, celle donc d'une congrégation missionnaire qui était avide de s'implanter physiquement dans l'espace au travers d'églises et de bâtiments pérennes, avec une population polynésienne qui finalement était déjà habituée à construire de grandes structures rituelles en corail, les maraïs. Il existe de semblables maisons en maçonnerie un petit peu partout au Tuamotu, mais rarement aussi élaborées, aussi nombreuses, ce qui est certainement le reflet de plusieurs paramètres, dont le fait que des habitants aient séjourné au Gambier, mais aussi que des maçons des Gambiers soient venus à Fakaïna au tout début de la période coloniale. En fait, ces habitants des Gambiers sont venus sur place à la demande du missionnaire pour construire la toute première chapelle. Et il faut savoir que les artisans des Gambiers étaient si connus, si réputés pour leur savoir-faire en matière de construction en pierre, qu'on les a fait venir jusqu'à Tahiti pour y bâtir la grande cathédrale. Alors, lors de la phase de terrain en 2019, 56 bâtiments et structures ont été observés dans différents états de conservation. Le village est structuré selon deux axes, nord-sud et est-ouest. L'axe est-ouest débouche à l'ouest sur la nef de l'église, dont la façade est occidentée face à la passe, l'autel étant placé à l'est, la lumière du Christ étant ainsi censée éclairer le monde. Donc on est là devant un choix d'implantation qui est tout à fait classique depuis l'époque médiévale. L'église elle-même est à proximité de deux enclos qui sont limités par des murets. Ça correspond à ce qu'il est convenu d'appeler la mission. Et on trouve dans l'un des enclos, d'ailleurs, une plateforme allongée qui correspond à la toute première chapelle. Donc là, vous avez à nouveau l'église. Et à côté de l'église, qui est de plan rectangulaire, on note une petite maison et sa construction attenante qui sont interprétées comme étant le presbytère et sa cuisine extérieure. Et la toiture de ce presbytère montre en fait une technique particulière qui consiste en une couche de mortier de chaux, un chaux obtenu à partir du corail, qui est apposé en fait sur un clionnage de branches. Et c'est une technique qui est connue au Gambier, notamment le toit de la cathédrale de Rikitea au Gambier, la cathédrale de Mangareva, a été réalisé avec cette technique, donc un clionnage de roseaux sur lesquels on a appliqué de la chaux de corail. Donc c'est une technique qui est aussi documentée. On retrouve des fragments de ce mortier sur le sol du presbytère. C'est une technique probablement directement importée des Gambiers qui a été utilisée à Fakaïna. Vous voyez, voyez bien sur le fragment de mortier l'impression en négatif des végétaux qui ont été utilisés pour réaliser ce clionnage. Alors là, ce n'est pas du roseau parce qu'il n'y en a pas à Fakaïna. On a la possibilité de plusieurs espèces comme le houx, le Suriana maritima, peut-être encore le miki-miki. Donc on a deux axes de circulation qui forment une croix, comme dans de nombreux villages français du XIXe siècle. On peut y voir une référence à la croix chrétienne, visible du ciel, et finalement une manière symbolique d'implanter le Christ en terre païenne. Il faut noter que les pères des Sacré-Cœur étaient très attachés à marquer les territoires convertis par des signes chrétiens.
en particulier des croix monumentales, des décorations processionnelles qu'on retrouve un petit peu partout au Tuamotu, et jusque dans les sites les plus isolés. C'est pas rare de trouver sur un bout de rocher au milieu d'un lagon où personne ne va jamais, un calvaire. C'est pas rare de trouver dans un bout d'atoll où on ne se rend que pour faire le copra, une petite église. Il y a vraiment la volonté de marquer l'espace par des signes chrétiens. On a, donc je vous le disais, un cimetière également qui est juste à côté de l'église, avec un monument à triple obélisque qui a été édifié par les Pères des Sacrés-Cœurs. Vous voyez dessus, donc sur l'un des obélisques, vous avez le cœur de Jésus, sur l'obélisque de droite, le cœur de Marie, et vous avez sur l'obélisque central, le plus grand, qui est surmonté d'une croix, vous avez le motif du double cœur. Le motif du double cœur, en fait, c'est le symbole de la congrégation des Sacrés-Cœurs. C'est un motif qui est décliné sur toutes sortes de supports. On en trouve dans les sites funéraires, chez les populations nouvellement baptisées en Mélanésie. On en trouve comme décor d'hôtel. C'est quelque chose qui est omniprésent dans l'univers iconographique de la fin du XIXe siècle en Océanie. Là, vous avez un exemple moderne, ça c'est l'intérieur de la cathédrale de Mangareva, où vous pouvez repérer également le double cœur de Jésus et de Marie. Et quant à l'obélisque, au triple obélisque, le calvaire qui se trouve au sein du cimetière, vous en avez un autre sur l'atoll voisin de Tatakoto, qui possiblement a servi d'ailleurs de modèle pour le calvaire de Fakaina. C'est les prêtres de la même congrégation qui ont construit ce calvaire, dont la forme est légèrement différente, mais on pense qu'il a servi en fait de prototype pour le calvaire de Fakaina. Dans le cimetière lui-même, il y a une partition très précise des sépultures, on en a 130 au total. Il y a un compartiment principal pour les adultes convertis, mais vous avez aussi un espace qui est réservé aux enfants baptisés, peut-être séparés des adultes parce qu'ils n'ont pas encore communié. Et vous avez aussi un vaste espace vide dont on pense qu'il est probablement réservé aux excommuniés ou aux personnes qui ne se sont pas encore converties à la religion catholique. Bien sûr, l'absence de croix ne signifie pas l'absence de corps, mais dans un contexte comme celui-là, il est évidemment impossible de procéder à des fouilles archéologiques dans un cimetière chrétien au Tuamotu. Alors, il y a des marqueurs en surface, des croix chrétiennes, parfois des pierres tombales avec des inscriptions, et des dates qui s'échelonnent entre 1870 et 1909. Donc les constructions missionnaires, finalement, elles reflètent différentes catégories de normes. Il y a des normes religieuses, comment est-ce qu'on oriente une église, par exemple. Il y a des usages qui sont propres à la congrégation. Les réseaux d'approvisionnement en matériaux également conditionnent, bien sûr, l'architecture des bâtiments. Mais il ne faut pas négliger non plus l'importance du parcours, des personnalités des différents missionnaires qui ont aussi imprimé leur marque finalement. C'était le cas déjà au Gambier, la cathédrale de Hakamaru que je vous ai montré tout à l'heure, avec un double clocher, en fait, est une imitation de la cathédrale de Chartres, parce que le père Laval habitait, quand il était enfant, à côté de la cathédrale de Chartres et qu'il admirait profondément cette cathédrale. Et dans le cas de Fakaina, le prêtre missionnaire qui a conçu les plans, le père Montiton, était un prêtre musicien, un prêtre qui avait une dimension qui accordait beaucoup d'importance aux processions. Il adorait les processions, il en faisait beaucoup, et il a tracé des chemins un peu partout dans Fakaina dans le but expressément d'accueillir, de faciliter les processions à l'intérieur du village. Donc les habitations se répartissent le long des routes du village qui ont été tracées et décidées par les missionnaires. On a donc des maisons, mais il y a aussi des constructions secondaires comme des citernes, des fours à pain, des murs d'enclos.
Donc je vais à présent évoquer les habitations qui sont de différents types et qu'on peut retrouver à Whakaina. En général, ces habitations sont de petites dimensions. Il existait un premier type, donc il s'agissait de maisons en bois qui étaient sur des soubassements de pierre et de chaux coralliennes. Alors ces soubassements, leur objectif en fait était de surélever la maison, de permettre le passage de l'air sous le plancher, ça créait en fait un vide sanitaire et ça évitait le pourrissement des solives. Les murs de ces maisons, donc il faut imaginer la superstructure, hein, les murs pouvaient être en planches, ils pouvaient être également en clionnage sur lesquels on appliquait de la chaux, hein, selon la technique que je vous ai décrite tout à l'heure. En général, on a un espace central donc, qui est la maison proprement dite. Et en fait, les deux compartiments construits que vous voyez de chaque côté, ça correspond à d'anciennes vérandas. Il y avait une véranda de chaque côté de la maison avec un petit espace intérieur qui servait au couchage, en fait, et souvent une cuisine extérieure. Des modèles d'habitation très similaires existaient au Gambier à la même époque. À côté de ces maisons, qui sont probablement les plus anciennes, on a également des habitations qui sont cette fois entièrement en maçonnerie. Les murs sont en pierre et non pas en bois comme pour les maisons précédentes. Alors ces maisons-là sont plus grandes. Elles mesurent en général 40 à 50 mètres carrés pour l'espace intérieur, parfois même plus. Donc comme je le disais, elles sont probablement plus récentes, de plans rectangulaires avec des toits à 2 pans et 2 murs pignons. Elles étaient enduites de chaux, et sur celles où l'enduit a disparu, on peut observer la structure de la maçonnerie qui est donc en moellon de corail. Ces maçonneries sont réalisées avec énormément de soin. Hein, on a par exemple sur cette diapositive des traces de mise en forme des coins. On a pris la peine de tailler des blocs prismatiques. On a des arcs de décharge qui sont mis en place au-dessus du linteau de la fenêtre du pignon. Donc un travail extrêmement soigné. On va au-delà, si vous voulez, de la pure nécessité hein, pour cette habitation. Certaines sont particulièrement grandes, comme la maison à figurer sur cette diapositive, et l'impression de solidité et d'opulence qui s'en dégage nourrit sur l'île un discours selon lequel les ancêtres étaient plus grands, plus forts, plus soudés, plus efficaces dans leur réalisation, hein, qu'il s'agisse des constructions ou encore du copra. On considère que les ancêtres, finalement, ceux qui ont bâti ce village, étaient animés par une foi supérieure, qu'ils vivaient sous l'autorité des prêtres et que grâce à ça, ils arrivaient à faire des choses extraordinaires comme une église en pierre. On n'en a plus jamais construit d'autres en pierre à Whakaina après Saint-Nicolas, ou de grandes habitations comme celle-ci. En fait, on a un discours de la décadence qui est très classique en Océanie, où finalement les habitants tentent à considérer le village abandonné comme représentatif d'un temps meilleur, d'une sorte d'âge d'or, hein, à jamais perdu, au cours desquels des travaux très importants étaient possibles. Et en même temps, on souligne également que l'époque de Okikakika est marquée par l'insertion dans l'économie du copra et finalement l'accès aux biens importés hein, a entraîné la population dans une spirale d'endettement, voilà, qui est aussi mentionnée par les missionnaires. Plus ils avaient d'argent, plus les gens achetaient sur les bateaux de commerce, plus ils s'endettaient. Et finalement, ils ont été, pour un certain nombre d'entre eux, obligés de vendre des terres, ce qui est la chose la plus ignoble que peut imaginer un habitant des Tuamotu, être obligé de vendre des terres pour payer des dettes. Et en l'occurrence, dans le cas de la maison que vous voyez là, elle n'a jamais été finie, justement parce que le propriétaire s'est retrouvé complètement endetté et n'a jamais pu terminer sa maison. Donc c'est une histoire très ambiguë que celle d'Okikakika. Alors sur certaines maisons, on remarque des décors
L'enduit chaud peut être décoré. Vous pouvez avoir également encore des traces de pigments. Vous voyez ici des traces de pigments bleus. Et ça semble correspondre en fait à une tradition décorative qui était particulière à l'archipel des Gambiers, une fois de plus. On a des témoignages très précis sur la peinture des portes et des fenêtres aux Gambiers avec cette couleur bleue qui est censée avoir été la couleur favorite des Mangaréviens. Donc peut-être là encore la possibilité d'une importation de ce goût, de cette tradition décorative à Fakaïna. Enfin, vous pouvez apercevoir sur la photographie qu'on a parfois des dates pour ces maisons, des dates qui débutent dans les années 1870, qui témoignent donc qu'avec la christianisation est arrivée aussi l'adoption du système finalement occidental de comptage du temps. En observant les maisons en maçonnerie, on peut aussi apercevoir des négatifs, des poutres, des poteaux de véranda, des solives que vous voyez assez nettement sur les photographies qui sont présentées ici. Elles sont donc de section quadrangulaire et elles montrent finalement, quand on mesure ces trous destinés à implanter les poutres, etc., cela montre en fait l'utilisation du système métrique. Ça veut dire que non seulement le comptage du temps, mais également les mesures, la manière de mesurer l'espace d'origine occidentale, ça avait été adopté également dans ces années-là à Fakaïna. Cela semble aussi témoigner de l'approvisionnement régulier dès cette époque et jusqu'à Fakaïna de matériaux de construction standardisés, planches, solives, clous, tôles, étaient standardisés et on peut le vérifier donc sur les habitations en maçonnerie de Fakaïna. Donc voilà pour ce qui concerne l'influence européenne. Il est intéressant de remarquer qu'un certain nombre de ces bâtiments peuvent aussi incorporer des techniques de construction qui étaient employées à l'époque pré-européenne. Ainsi, on va noter pour certaines maisons l'emploi de dalles de corail disposées de champs qui forment un parement décoratif rempli de petits blocs et de gravier corallien. Et c'est un agencement qui rappelle fortement la construction des aou, des marae, aux îles du Vent, mais aussi bien sûr au Tuamotu. Donc cette technique pourrait suggérer finalement la permanence d'un savoir traditionnel qui se serait maintenu à l'époque missionnaire et donnant donc la part belle aux matériaux disponibles. Il est très possible que certaines techniques anciennes qui étaient jusqu'alors réservées à l'architecture rituelle ont finalement fini par percoler pour servir à des utilisations désormais domestiques, l'utilisation des méthodes de construction des marae désormais pour des structures totalement profanes. Alors, quelques mots, j'espère que je ne vous ai pas perdu et que je n'ai pas trop parlé. Bon, je continue encore un petit peu, j'ai bientôt fini. Je voulais vous montrer quelques structures secondaires comme les puits et les citernes. Les puits et les citernes sont en général sur un modèle relativement constant. On peut noter que les missionnaires ont activement encouragé la construction des puits et des citernes. Leur installation était aussi importante à leurs yeux que la mise en place de l'économie du copra. Les puits étaient même si importants qu'ils ont parfois été transformés en stations de prière. Ils étaient intégrés aux processions. On disposait autour des puits des poteaux décorés de motifs religieux, décorés de fleurs, qu'on changeait régulièrement. Et pendant les processions, on s'arrêtait et on priait devant les puits. C'est quelque chose que les missionnaires ont énormément encouragé. Voilà, donc ces puits permettent en fait d'atteindre une lentille d'eau douce qu'on peut trouver dans les atolls, mais lentille d'eau douce qui malheureusement a tendance à être rapidement polluée. Et en fait, la plupart des puits qui ont été construits à l'époque missionnaire sont inutilisables parce que pollués, avec une eau impropre à la consommation humaine.
Donc, quelques mots pour finir sur le mobilier archéologique a été collecté dans les habitations ou à proximité. Ce mobilier permet de préciser les conditions de vie de la fin du XIXe siècle. Donc, on note l'utilisation de la tôle ondulée, qui est ancienne en Polynésie. On retrouve donc des fragments de cette tôle sur place ou parfois des rondelles de fixation. Mais il y a aussi de très nombreux éléments en faïence, des bols, des assiettes principalement, avec des estampilles qui peuvent être identifiées et qui renvoient à la production industrielle des grandes manufactures françaises de la deuxième moitié du XIXe siècle. Alors, Vieillard, une maison de Bordeaux, Boulanger, qui venait de Choisy-le-Roi, Keller et Guérin à Lunéville. Hein, donc, on retrouve cette production à Fakaïna. Et cette représentation, finalement, de produits français concorde avec l'expansion française sur le royaume des Pomarés et le passage d'un protectorat à un système proprement colonial en 1880. Le mobilier en verre présente des origines plus diversifiées, avec des bouteilles de vin, du parfum, d'absinthe, mais on a aussi des produits anglo-saxons, donc pas uniquement des produits français, des produits pharmaceutiques comme l'huile de foie de morue, des antalgiques venant des États-Unis, donc c'est assez international et diversifié. On a également des bols importés par une compagnie japonaise, bien identifiable, avec un nouveau... en fait, cette compagnie NKT s'est fait connaître pour avoir pour la première fois diffusé hors d'Asie un procédé industriel innovant qui produisait une faïence proche de la porcelaine. Donc, on retrouve cet objet à Fakaïna. Donc, finalement, les collections de surface, elles suggèrent un goût prononcé pour des produits exogènes qui témoignent en eux-mêmes d'une ouverture des réseaux d'échange à l'échelle des Tuamotu et de la Polynésie, et également du niveau de vie relativement élevé des habitants de l'atoll, dans le contexte d'une économie du copra florissante. Finalement, hein, malgré l'absence de revenus dans le commerce de la nacre perlière, les habitants d'Otikakika semblent avoir finalement être déjà entrés dès la fin du XIXe siècle dans un nouveau monde globalisé. En conclusion, donc ce programme collectif a permis des avancées notables en aidant à mieux comprendre l'organisation de l'espace cultuel du Marae, mais aussi par l'étude du village d'Otikakika, qui est la première de ce genre conduite en Polynésie française, où l'archéologie des périodes historiques est très peu développée. Alors les suites données à ce programme, elles sont multiples, hein. Elles incluent la poursuite de l'analyse du matériel qui a été trouvé en fouille ou collecté en surface, mais aussi de nouveaux projets de recherche. Ainsi, l'histoire d'Otikakika révèle l'influence profondément déstabilisante des épidémies dans la période charnière de l'implantation européenne en Polynésie et de la christianisation. Et en plus des drames humains qu'elles ont entraînés, les épidémies ou endémies, par exemple variole et lèpre, ont pu provoquer des déplacements de population et des changements socio-économiques très importants. Donc ce constat invite à poursuivre les travaux pour comprendre la gestion, l'interprétation, l'impact des maladies. Voilà, donc on s'est engagé dans un nouveau programme collectif qui porte précisément sur les épidémies, les endémies, la santé en général, avec un certain nombre de collègues, en particulier de l'Université de la Polynésie française. Voilà, et si vous êtes intéressé par les thèmes que j'ai développés, on a sorti un article, je ne sais même plus, je crois que c'est Archéologie, j'ai déjà oublié, Journal of Pacific Archaeology. Donc voilà, ça c'était en 2020. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite, que je ne vous ai pas trop assommé d'informations. Voilà, un grand merci. Est-ce que vous avez peut-être des interrogations, des questions, des précisions que je pourrais apporter?
est-ce que c'est trop frais? Ça y est. Ça y est. Merci beaucoup, Émilie Nollet, pour cette présentation très très riche et très passionnante aussi. Et donc, si l'Assemblée a des questions à poser à Émilie Nollet. Merci beaucoup pour votre intervention. Enfin, c'était d'autant plus une bonne manière de conclure notre séminaire que la première séance était dédiée à l'architecture grâce aux recherches d'anthropologie de Marie Durand. Donc finalement, il y a des passerelles qui se font entre les disciplines et c'est très bien, ça permet de nourrir aussi ce qu'on voulait dans ce séminaire, de faire dialoguer vraiment toute la recherche dans un sens très large lié au Pacifique. C'était la première parenthèse. J'aurais souhaité savoir que vous puissiez revenir un peu plus en détail sur les questions de la tradition orale du village de Fakaïna. Est-ce que vous avez, du village, même du passé de Fakaïna et de tout le passé archéologique. Vous disiez que finalement il y avait eu quelques disjonctions, mais que l'accueil des données avait été bon. Donc, quelles étaient quelles sont les histoires et la tradition qui ont été transmises autour de tout ce passé, que ce soit le plus proche ou le plus ancien? Alors, les enquêtes, c'est essentiellement moi qui les ai faites. Donc, j'ai fait énormément d'entretiens, en fait. Je crois que j'ai rarement aussi bien travaillé que sur cette île. C'était un contexte exceptionnel, lié en fait au fait que le projet était déjà connu. Guillaume Moll y était allé plusieurs fois. C'est une petite île. Enfin, bon, la population avait été préparée à notre venue, etc. Donc, on nous a vraiment ouvert toutes les portes. Et, et donc, moi, mon travail portait à la fois sur Okikakika, mais aussi plus généralement, euh, il s'agissait de recueillir des choses sur les connaissances traditionnelles relatives à l'atoll, alors des choses un petit peu sur les marais, etc. Mais ça, c'est très difficile d'avoir du neuf en réalité sur ces choses-là. Mais les noms des poissons, les endroits où on les pêche, les plantes qu'on utilise, les remèdes traditionnels. Voilà une ethnologie extrêmement classique, mais en même temps qui n'avait jamais été faite. Et du coup, je dois dire que j'ai beaucoup travaillé avec des gens un peu âgés, puisque désignés localement comme étant les détenteurs de ce savoir. Et finalement, sur Okikakika, les gens ont pas mal de choses à dire. Ils savent exactement à quelle famille appartenaient les différentes maisons. Il y a des droits de propriété tout à fait contemporains qui s'y appliquent. Ils ont beaucoup d'histoires à raconter. Histoires qui parfois rejoignent finalement ce qu'écrivent les missionnaires et des histoires également voilà, qui sont vraiment particulières à la population, sur les conditions dans lesquelles notamment on a quitté le village. Alors là, je vous ai épargné tous ces détails, mais effectivement, l'histoire orale ne parle pas totalement d'une épidémie de rougeole, elle parle de malédiction, enfin voilà, il y a des choses différentes, il y a des interprétations différentes des événements en fait, et voilà, donc j'ai recueilli des récits là-dessus. Jacques Vernaudon aussi, de son côté, a travaillé un peu sur ça. Il a fait des interviews en Fakaïna sur ces choses. Ma foi, c'était des conditions de rêve vraiment pour travailler, qu'on ne trouve pas forcément sur tous les atolls des Tuamotu. Donc, on a du matériel, mais très honnêtement, on n'a pas tout exploité. On s'est concentré sur les vestiges d'Okikakika et un peu sur ce qui est directement lié aux vestiges, mais on a tellement de matériel encore sur Fakaïna et bon, voilà, tous les chercheurs disent la même chose, qu'on n'a pas le temps d'exploiter les données, etc. Mais là, pour le coup, c'est vraiment très très vrai quoi, sur Fakaïna. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui. Est-ce que vous vouliez d'autres informations? Oui, moi j'ai plein de questions en vrai, mais je vais me limiter. Mais du coup, pour prolonger un peu la question de Marion aussi, vous disiez au début qu'il y avait eu un fort intérêt des gens sur place pour
les fouilles. Est-ce que il y avait un intérêt plus fort pour les fouilles des sites pré-européens ou pour Oui, tout à fait. ouais. Ça, c'est vraiment très, très net. Il y avait des gens qui, tous les jours, venaient avec leur vélo voir ce qu'on faisait. Les gens venaient voir si on trouvait des squelettes, en fait. Ce qui était assez singulier, parce qu'effectivement, on marche toujours sur des œufs avec l'anthropologie et l'archéologie funéraire en Océanie. Mais non, ils avaient très, très envie d'en savoir plus. Ils voulaient savoir si les traditions disaient vrai, en fait. C'était un processus d'introspection, finalement. Ils voulaient savoir si ce que leur avaient dit leurs parents était réel ou pas. Le village d'Okika intéressait, mais beaucoup, beaucoup moins. Beaucoup moins. Le plus important pour les gens, c'était plutôt la période pré-européenne. Ouais. Et du coup, si j'ai bien compris, les gens reviennent pas vraiment en fait dans ce village. Ils disent qu'ils sont très fiers, parce qu'il n'y en a pas d'autres aussi beaux en fait au Tuamotu. Ils sont fiers de montrer ce que leurs ancêtres ont fait. Ils disent en même temps, on serait plus capable de faire ça aujourd'hui, on n'est pas aussi fort, on n'est pas aussi ceci, cela. Mais après, personne ne voudrait réhabiter là-bas. Parce que ce qui intéresse les gens, c'est d'avoir l'électricité, l'église à côté, l'école des enfants. Personne n'irait tout seul, à part quelques personnalités peut-être un petit peu originales. Alors les gens peuvent y aller éventuellement temporairement. Ils s'installent dans une ruine quand ils ne supportent plus de vivre dans les maisons de famille parce qu'effectivement, même si les missionnaires ont favorisé la famille nucléaire, etc., bon, c'est un schéma qui est tout à fait théorique. Les gens vivent à beaucoup dans les maisons, ça tourne énormément, il y a constamment des visites. Enfin voilà, c'est la Polynésie, hein, la mobilité reste quand même très très importante. Quand les gens n'en peuvent plus, quand ils se disputent avec leur famille, etc., ils peuvent aller temporairement camper dans une maison et puis ils vont revenir après au village. Mais s'y installer de façon pérenne, en plus les nonos, c'est vraiment horrible. Hein, donc voilà, pour l'instant, c'est pas trop d'actualité, je pense. Et du coup, enfin, parce que sur les photos, l'église avait l'air en plutôt bon état. Alors c'est peut-être trompeur, mais du coup, est-ce que les gens reviennent? Est-ce qu'ils reviennent aux tombes? Ils reviennent, tout à fait. En fait, il y a des groupes qui s'occupent finalement de la paroisse. Donc, ça serait inimaginable au Tuamotu de laisser un cimetière ou une église sans soin. Pas dans une communauté aussi petite en tout cas. Du coup, régulièrement, on vient ramasser les fleurs, enlever les branches. Et l'église, on y fait un service de temps en temps. On en fait un pour la Saint-Nicolas, par exemple. Parfois, il y a des processions qui font le tour de l'atoll. Donc, on va faire une prière effectivement à l'église Saint-Nicolas. Mais ce n'est pas l'église principale. Merci. Moi, j'avais une question justement sur est-ce qu'on peut documenter aujourd'hui le moment où ce village a été abandonné? Oui, 1903. Précisément, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un cyclone énorme au Tuamotu, énorme, qui a fait des centaines de morts. Et la population de Whakaina a été plutôt épargnée par le cyclone. Mais ensuite, il y a eu une épidémie de rougeole, et c'était des époques où il y avait très très peu de moyens médicaux, et il n'était pas rare du tout que quand une maladie arrivait sur une île où il y avait 150 personnes, il y ait 40 personnes qui meurent, quoi. Et c'est ça qui s'est produit. Le problème, c'est qu'il y avait déjà une faible natalité, une forte mortalité sur l'île quand ça s'est produit. Et les missionnaires ont dit, voilà, le lieu où vous vivez est mauvais. Et on a des témoignages très précis des missionnaires disant, les gens sont partis, ça s'est vraiment passé en 1903 et ça n'a jamais été réoccupé. D'où l'aspect du village, en fait. D'où le fait qu'on vous rentrez dans les maisons, vous trouvez par terre tout ce que les gens ont abandonné il y a 122 ans, quoi. C'est impressionnant. En fait, c'était tout ce que les gens balançaient sous le plancher, les assiettes cassées, quand on avait fini un flacon de médicaments, on jetait, en fait, c'était la poubelle, le vide sanitaire. Et donc, vous retrouvez tout ça, le bois a pourri depuis, et vous retrouvez la poubelle de la maison, en réalité, sous la maison. Ouais. Et c'est là que Louis Lagarde est allé regarder les estampilles pour avoir une idée de finalement d'où venaient tous ces objets que les gens consommaient. Ouais.
Merci beaucoup. Et une autre question aussi. Vous avez fait référence à un site bien conservé aussi, aux îles Loyauté. Oui. Et je voulais savoir. Je ne saurais pas vous dire le nom. Ça, c'est Louis Lagarde qui avait mis ça. Et je ne suis pas allée lui poser la question. J'ai mis le truc sans m'interroger, mais vous faites bien. Je me suis posé la question aussi en l'écrivant, et je lui poserai la question. Je vous enverrai le nom avec grand plaisir. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci pour votre présentation, c'était très riche. Alors j'ai peut-être des questions qui sont un peu bêtes, mais bon voilà, parce que je travaille pas en Océanie. Une question par rapport aux missions. Enfin, je me demandais juste, c'est pourquoi en fait les missionnaires ont choisi des obélisques parce que ça me semble pas être un symbole chrétien. Non, j'en connais pas d'autres en fait. J'en connais pas d'autres. J'ai pas l'impression que ça soit forcément quelque chose de très répandu, parce que personnellement, dans les différents atolls que j'ai pu voir, c'est pas si fréquent. Oui, la croix est partout, etc. L'obélisque, non, je sais pas d'où ça vient. Ouais, c'est la même chose. Je sais pas d'où vient cette tradition. Est-ce que c'est lié au père Mantiton lui-même? C'est bien possible. Ou est-ce que c'est quelque chose qui a un sens dans l'histoire de la congrégation? Malheureusement, je peux pas vous répondre. Oui, effectivement, à Taïwan, il y a eu pas mal de vagues de Alors, missions. les gens disent que c'est la Trinité. À Whakaina, les gens disent que c'est une représentation de la Trinité. Est-ce que c'est ça? J'en suis pas sûre, honnêtement. Mais j'ai pas trouvé d'écrit du père Mantiton qui raconte en fait l'histoire de ces obélisques. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vu comme ça, mais pas sûr que ce soit le sens originel en fait qu'avait émis le missionnaire. Ok, ouais, parce que j'ai encore jamais vu. Vous avez des choses pareilles? Non, justement, en fait, j'en ai pas vu non plus à Taïwan. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant, donc je regarderai. Non, c'est très singulier. Hein. Mais ça m'intriguait. Et alors, une question vraiment pour le coup qui est peut-être un peu simpliste, mais en fait, vous disiez que les marae et les maisons, à un certain moment, en fait, certaines maisons se sont inspirées des marae notamment dans les sous-bassements. Oui. Et je me demandais, en fait, en termes de restes archéologiques, comment vous distinguez les maisons des marae? Est-ce que c'est les plans qui diffèrent, ou alors vous avez non, des c'est parce qu'en fait, le marae, il est jamais tout seul. Il y a jamais seulement un aou, en fait. Un marae, ce qui définit un marae, c'est un ensemble finalement assez stéréotypé d'éléments, avec et c'est la présence de rejets de faune. Vous trouverez jamais des ossements de tortue par terre dans une maison polynésienne. C'est un ensemble en fait d'éléments en archéologie qui permet d'avoir une idée de ce que les choses ont pu être. En fait, voilà. Après, c'est vrai que on a l'impression que tout est gris, tout est en corail, tout a la même couleur, tout se ressemble un petit peu, mais avec le temps, à force d'en voir, on arrive quand même bien à faire la différence. Mais c'est vrai que c'est frappant quand on arrive sur un atoll pour la première fois. Tout se ressemble. Vous voyez un monticule de corail sur une plage, vous n'allez pas forcément imaginer que c'est un ancien soubassement de maison ou un ancien marae ruiné, quoi. C'est assez curieux comme impression, où chez nous, les bâtiments ont tendance à se détacher du sol de façon assez nette, etc. C'est très différent. C'est encore pire au Gambier, d'ailleurs, cette impression visuelle. Ouais. C'est l'expérience. Merci beaucoup. J'avais aussi une question par rapport à la méthodologie pluridisciplinaire de ce chantier, de cette campagne de recherche. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui se développe beaucoup concernant l'archéologie du Pacifique? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est quelque chose qui va devenir un peu très répandu? Enfin, comment ça se situe? Bon, on est très fiers de ça. En fait, honnêtement, c'est plus lié, on se connaît tous depuis 20 ou 25 ans. En général, on a été étudiants ensemble. On n'a pas forcément tous exactement le même âge, mais on travaille depuis très longtemps ensemble. C'est plus en fait un intérêt commun. On s'intéresse tous aux mêmes choses et on travaille dans des disciplines, comment dire, chacun a son domaine de spécialité. Voilà. Moi, je me suis toujours intéressée à la période du contact. J'ai toujours fait beaucoup d'anthropologie historique.
Guillaume Moll fait de l'archéologie du rituel, Louis Légarde est plutôt un spécialiste du bâti, etc. Et du coup, c'est la volonté de travailler ensemble, chacun en apportant notre pierre et notre domaine de spécialité, qui a produit en fait cette dynamique, mais qui trouve un écho favorable parce qu'effectivement, on travaille sur des périodes qui sont récentes. Il est possible de documenter les faits archéologiques par des traditions orales. Donc la démarche en fait pluridisciplinaire se justifie particulièrement pour ces contextes-là en réalité. C'est parce qu'on travaille sur du récent que c'est pertinent et intéressant de faire de travailler sur les traditions orales. Les gens ont réellement des choses à dire sur les Marae ou sur leur histoire, etc. Et moi, je travaille également sur des textes. Et toutes ces choses-là font sens parce qu'elles documentent les mêmes phénomènes en réalité. Et oui, il y a une tradition de la pluridisciplinarité en Océanie. José Garanger était un élève de Leroi-Gourhan. Leroi-Gourhan était à la fois un archéologue et un ethnologue. Donc effectivement, les pères fondateurs de l'archéologie de l'Océanie sont arrivés sur le terrain avec l'idée que c'était deux disciplines qui marchaient ensemble. Et c'est cette démarche qui a produit la découverte de Roy Matin. Voilà. Donc il y a quand même une tradition d'association des disciplines en Océanie qu'on s'est approprié nous aussi parce qu'on se connaît bien et qu'on aime bien travailler ensemble et qu'on a voulu importer sur ce terrain nouveau. Voilà. Et évidemment, j'encourage tout le monde à le faire. Et une dernière question de mon côté. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. C'est par rapport au Covid. Et je voulais savoir à quel point l'épisode Covid de 2 ans, 3 ans, je ne sais plus trop bien finalement, est-ce que ça a un impact sur la recherche de terrain? Est-ce que ça a fermé des terrains? Voilà. Complètement. Donc là, on a fait ce terrain en avril 2019. Donc, vous voyez déjà qu'on a publié assez vite un article, mais finalement, on a encore énormément de travail qui est resté en suspens pendant pas mal de temps. Et du point de vue des fouilles, oui, ça reprend tout juste cette année, maintenant, en fait. Guillaume Moll, qui est à NU, n'a pas pu sortir d'Australie pendant 2 ans, mais vraiment impossible. La Nouvelle-Calédonie a été complètement fermée, la Polynésie française également. L'impact du Covid en Polynésie a été très conséquent. Donc ça commence à peine à se remettre en place. On a tous travaillé sur d'autres choses pendant les 2-3 dernières années, mais c'est vrai que pour les étudiants en archéologie de l'Océanie, par exemple, ça a été vraiment mauvais parce qu'ils ont été coupés des possibilités qui n'étaient déjà pas très nombreuses de partir sur le terrain. Les places maintenant sont chères parce que les étudiants en master et en thèse ont besoin de partir sur le terrain pour recueillir leurs données. Donc on n'a toujours pas vraiment de place pour les étudiants en master. Enfin, ça a vraiment grippé une machine qui était déjà en soi fragile, quoi. Voilà. Nous on continue de travailler parce qu'on a nos financements. Je veux dire, on passe tout notre temps à chercher des sous pour faire des projets de recherche comme tous les chercheurs, mais pour les étudiants, c'est particulièrement dommageable. Mais ça reprend. Voilà. D'autres questions, réflexions? Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que je vous ai pas trop, que j'ai pas mis trop de choses. Sincèrement, vous pouvez me le dire parce que comme c'est un sujet que j'aime bien, j'ai tendance à charger la barque, mais voilà, je ne veux pas monopoliser trop la parole et parfois je le fais sans le vouloir. Ça a été? Bon, tant mieux. Alors merci. Mais en même temps, c'est un public pas trop difficile à convaincre, je pense. Merci beaucoup.